Amis juristes, dans cette 10e vidéo sur le droit constitutionnel, nous aborderons la question du contrôle de constitutionnalité. Parce que bon, c'est bien beau d'avoir une hiérarchie des normes, mais encore faut-il la faire respecter, hein. Si la Constitution n'est qu'une norme suprême de la hiérarchie des normes qu'en théorie, et que en pratique le pouvoir législatif peut passer tous les 4 matins des lois qui violent la Constitution, alors ça sert pas à grand chose. Le contrôle de constitutionnalité est donc ce qui permet de faire respecter la place des règles constitutionnelles au sein de la hiérarchie des normes, en contrôlant la conformité des lois à la Constitution, en contrôlant leur constitutionnalité donc, hein, d'où le nom. Et c'est un organe censé être indépendant et impartial qui s'occupe de ce contrôle de constitutionnalité. En France, il s'appelle le Conseil constitutionnel, mais il peut avoir d'autres noms dans notre pays, par exemple la Cour constitutionnelle ou ce genre de choses. On va voir qu'en France, ce conseil peut contrôler la constitutionnalité des lois soit a priori, c'est-à-dire avant la promulgation de la loi, soit a posteriori, c'est-à-dire après la promulgation de la loi, à l'occasion d'un cas d'espèce, devant les juridictions administratives ou judiciaires. Et d'abord, nous allons donc parler du Conseil constitutionnel en lui-même, et puis ensuite nous parlerons du contentieux constitutionnel. Et donc tout d'abord, le Conseil constitutionnel, alors qui s'écrit avec un premier grand C, majuscule, et un deuxième petit c, comme la Cour de cassation. Mais je sais, ça fait un choc. Moi aussi, ça m'est arrivé de l'écrire avec deux C majuscules. Et oui, un C majuscule est si vite écrit. Enfin bref, cette prestigieuse institution que les juristes aiment à appeler le Conseil des sages ou encore les sages de la rue Montpensier est une institution de contrôle constitutionnel qui a été créée avec la Constitution du 4 octobre 1958 et qui siège actuellement au Palais Royal de la rue Montpensier dans le 1er arrondissement de Paris. Et si de base l'idée de De Gaulle était plutôt d'en faire un instrument de contrôle du pouvoir législatif après qu'il a été échaudé par la toute-puissance parlementaire de la 4ème République, force est de constater que le Conseil constitutionnel est peu à peu devenu une vraie juridiction, avec tout plein de jurisprudence apportant leur lot de nouveautés juridiques de première importance, tout aussi bien dans le contrôle du législatif que de l'exécutif. Et pour bien en parler, il va falloir d'abord aborder sa composition et puis ensuite son fonctionnement. S'agissant d'abord de la composition du Conseil constitutionnel, et ben dans un monde idéal, étant donné que le Conseil constitutionnel est devenu un véritable instrument de contrôle juridictionnel, dans un monde idéal, ça devrait être des juristes d'exception provenant de la magistrature de la Cour de cassation ou du Conseil d'État, ou encore des grands professeurs de droit ou auteurs de doctrines juridiques. Mais malheureusement, il n'en est rien. Le Conseil constitutionnel est resté un organe profondément politique, composé de personnalités politiques de droite ou de gauche, dépendant des tendances politiques des précédents chefs de l'État qui les ont nommés. En cela, il peut un peu faire penser à la Cour suprême des États-Unis, dont les décisions dépendent largement de si la majorité des juges du moment est républicain ou démocrate. Infinie tristesse. Dans le Conseil constitutionnel, on trouve donc deux types de membres, les membres nommés et les membres de droit. Les membres nommés sont au nombre de 9, avec un mandat de 9 ans, et renouvelés par tiers tous les 3 ans. 3 sont nommés par le président de la République, 3 sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, et 3 sont nommés par le président du Sénat. Donc voilà, en gros, tous les 3 ans, ils en choisissent un chacun, et puis voilà. Et les membres de droit, eux, ce sont tout simplement les anciens présidents de la République, qui reçoivent automatiquement le droit de siéger à vie au Conseil constitutionnel, droit qui leur est octroyé par l'article 56 alinéa 2 de la Constitution. Et si ce privilège peut apparaître comme choquant et qu'il fait polémique depuis un certain temps, il n'a pas eu un grand succès non plus, hein. De Gaulle n'y a pas siégé, Mitterrand n'y a pas siégé, Hollande non plus, Chirac il a disparu de son siège depuis 2011, Sarkozy il a siégé qu'un an, en fait il y a surtout Valéry Giscard d'Estaing hein, qui a siégé depuis 2004 en tant que membre de droit. Puis il y avait aussi René Coty qui a beaucoup siégé durant les premières années de la 5ème République. A noter que dans la plupart des autres pays européens, les membres des cours constitutionnelles ne sont pas nommés mais sont plutôt votés en général hein, par le pouvoir législatif. Cela dit, notre pouvoir législatif a aussi une sorte de droit de regard puisque il peut poser son veto parlementaire à la nomination des membres du Conseil constitutionnel à la majorité des 3/5. Et à noter enfin que les membres du Conseil constitutionnel ont un mandat non renouvelable, qu'ils ont des incompatibilités professionnelles tout comme les parlementaires, qu'il y a des dispositions visant à garantir leur indépendance et enfin qu'ils touchent 6 300 € bruts par mois.
S'agissant ensuite du fonctionnement du Conseil constitutionnel, il va falloir d'abord parler de la saisine et puis de la procédure. Bon, pour la saisine, d'abord, il est important de savoir que le Conseil constitutionnel ne peut pas s'auto-saisir, sauf dans le cas des pouvoirs exceptionnels du président de l'article 16. Si jamais il dure plus de 60 jours, dans ce cas-là, le Conseil constitutionnel peut s'auto-saisir pour examiner la pertinence de cette mesure. Ensuite, ça dépend des cas. Pour le contentieux électoral, ça peut être tout simplement les électeurs, le préfet, les candidats eux-mêmes qui saisissent le Conseil des sages. Et puis pour le contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, ça peut être le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs. Et cette saisine est en principe facultative, sauf pour les lois de règlement des assemblées et les lois organiques. Comme on en avait déjà parlé dans la vidéo 9, pour la procédure spéciale d'élaboration des lois organiques. Pour ce qui est des délais de saisine, en matière électorale, c'est bref, parce que forcément il y a une notion d'urgence. Par exemple, c'est 48 heures pour contester la liste des candidats à l'élection présidentielle suivant la publication de la liste au journal officiel. Et par contre, pour les lois ordinaires, il n'y a pas vraiment de délai de saisine. Il suffit de saisir le Conseil constitutionnel avant la promulgation de la loi par le président de la République. Maintenant que nous avons parlé de la saisine, parlons de la procédure, qui se décompose elle-même entre l'instruction et la décision. Dans la phase d'instruction, le président du Conseil constitutionnel désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil constitutionnel, qui devra préparer un rapport et un projet de décision. Le rapporteur va être véritablement le pilier, la clé de voûte de la future décision du Conseil constitutionnel. Il mène une véritable instruction, c'est-à-dire comme le juge d'instruction en matière pénale, hein, il effectue une enquête en fait. Une enquête en examinant la saisine, en effectuant des recherches, en entendant les membres du gouvernement, ou les parlementaires, ou en entendant tout expert qu'il juge utile d'entendre pour parvenir à une décision correcte. Et tout comme devant un juge ordinaire, il y a un dépôt de conclusions contradictoires auprès du rapporteur. Le SGG, le secrétariat général du gouvernement, peut déposer des observations écrites sur la question, ce à quoi les requérants de la saisine initiale pourront répondre par un mémoire. Ce à quoi, encore une fois, le SGG pourra de nouveau répondre par des observations écrites, etc. Voilà. Observation écrite du SGG contre mémoire du requérant. Et c'est à la fin de ces échanges contradictoires que le rapporteur rédige enfin son rapport, contenant toutes les pièces pouvant aider le Conseil constitutionnel à la prise de décision, et notamment le projet de décision du rapporteur. C'est exactement le même principe que le rapporteur à la Cour de cassation ou le rapporteur public au Conseil d'État. Il prend position sur la décision que devrait prendre, selon lui, le Conseil constitutionnel. Et la plupart du temps, le Conseil suit cet avis, puisqu'en fait, c'est lui qui connaît le mieux l'affaire. Mais des considérations politiques peuvent bien entendu changer la donne au moment du vote, puisque le Conseil constitutionnel étant un organe profondément politique, eh bien évidemment, il ne va pas toujours suivre une logique juridique stricte. Bon, donc on est toujours dans la partie sur la procédure, on a déjà vu donc l'instruction, et maintenant on va voir ce qu'il en est de la décision, proprement dite. Donc au cours de cette décision, donc ça se fait au cours de ce qu'on appelle une séance plénière, qui réunit au moins un quorum de 7 membres physiquement présents. Une discussion s'ouvre alors sur le rapport du rapporteur. Et puis, bien sûr, d'abord chacun des conseillers exprime son avis sur la question, et puis ensuite, il y a une décision qui est prise par un vote à la majorité simple des membres présents. Donc évidemment il peut y avoir égalité du coup, et s'il y a égalité, c'est la voix du président du Conseil constitutionnel qui sera déterminante de la décision. A noter que comme n'importe quelle juridiction, le Conseil constitutionnel doit motiver sa décision, et qu'il doit aussi répondre à tous les arguments des requérants. Il faut enfin ajouter que la décision du Conseil constitutionnel a une autorité absolue de la chose jugée, qu'elle s'impose erga omnes, c'est-à-dire à l'égard de tous, et puis qu'elle est insusceptible de recours, c'est-à-dire pas d'appel. C'est ce qui découle de l'article 62 de la Constitution. Et c'est ce qui clôt la partie sur le Conseil constitutionnel en lui-même. Donc comme on l'a vu dans la partie précédente, il y a en fait deux types de contentieux devant le Conseil constitutionnel. Il y a le contentieux électoral et puis le contentieux des normes. Bon, pour ce qui est d'abord du contentieux électoral, le Conseil constitutionnel est chargé de veiller à la régularité des élections présidentielles, ça c'est l'article 58 de la Constitution, des élections parlementaires, c'est l'article 59 de la Constitution, et puis enfin des référendums nationaux, c'est l'article 60
de la Constitution. Pour les élections présidentielles, c'est donc l'article 58 de la Constitution. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Conseil, en fait, il examine les réclamations relatives aux élections présidentielles, et également il proclame les résultats du scrutin. Et puis depuis une loi organique de 2006, il examine aussi les recours des candidats contre les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, un organisme en fait qui est chargé de veiller à la régularité financière des partis politiques durant leur campagne électorale. Pour les élections parlementaires, c'est donc l'article 59 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel, en fait, il statue sur la régularité des élections en cas de contestation. À noter que jusqu'en 1958, c'était les assemblées elles-mêmes qui statuaient là-dessus, ce qui occasionnait des dérives politiques bien compréhensibles, donc heureusement ça a été confié au Conseil constitutionnel. Et puis pour les référendums, enfin, c'est l'article 60 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des référendums, des articles 11 et 89. Sachez que d'ailleurs le Conseil constitutionnel a théoriquement le pouvoir d'annuler partiellement, voire même totalement, un vote. Bien, nous avons donc parlé brièvement du contentieux électoral, qui est un pan de la compétence du Conseil constitutionnel, mais maintenant on va se pencher quand même sur son rôle le plus intéressant, et on va dire là où il y a le plus de choses à dire, c'est-à-dire sur le contentieux des normes. En termes de contentieux des normes, devant le Conseil constitutionnel, on retrouve en fait trois grands sujets, à savoir le contrôle de la répartition des compétences entre la loi et le règlement, le contrôle de constitutionnalité des normes, et puis enfin la QPC, ou question prioritaire de constitutionnalité. Tout d'abord, s'agissant du contrôle de répartition des compétences entre loi et règlement, et bah oui, c'est le rôle du Conseil constitutionnel en fait de contrôler ça. Vous connaissez déjà les très importants articles 34 et 37 de la Constitution qui définissent respectivement le domaine de la loi et le domaine du règlement. Globalement, la règle elle apparaît simple, tout ce qui est listé dans l'article 34, ça fait partie du domaine de la loi, et tout le reste, ça fait partie du domaine résiduel du règlement. Et le Conseil constitutionnel va être impliqué dans ce contrôle de compétences, plus précisément au travers des articles 37 alinéa 2, 41, 61 et 74 de la Constitution. D'après l'article 37 alinéa 2, le Premier ministre peut donc demander au Conseil constitutionnel de déclasser une disposition qui empiète sur le champ réglementaire. Ensuite, d'après l'article 41, c'est une proposition de loi ou un amendement d'origine législative en cours de discussion est présumé empiéter sur le domaine réglementaire. Là encore, le gouvernement peut demander au président de l'Assemblée concernée de revoir sa copie. Et s'il refuse, alors dans ce cas, boum, le gouvernement peut saisir là aussi le Conseil constitutionnel. Ensuite, selon l'article 61, bon là c'est un peu plus compliqué, accrochez-vous. En gros, l'article 61, c'est l'article qui de base nous dit que le contrôle de constitutionnalité peut être effectué par le président de la République, le président d'une des deux assemblées, 60 députés ou 60 sénateurs, et ce, entre le vote de la loi et la promulgation de la loi. Et à la base, le Conseil constitutionnel pouvait contrôler la compétence du législateur au cours du contrôle de constitutionnalité. Mais depuis une importante décision du 30 juillet 1982, dit blocage des prix, le Conseil constitutionnel n'accepte plus de relever l'incompétence positive du législateur, mais seulement son incompétence négative. Comprenez, si le législateur empiète sur le domaine réglementaire, le Conseil constitutionnel refuse de contrôler ça, de contrôler cette compétence au cours du contrôle de constitutionnalité. Mais par contre, si le législateur délègue des pouvoirs législatifs à une autorité administrative, autrement que par la procédure de l'ordonnance de l'article 38, et dans ce cas-là, boum, le Conseil constitutionnel pourra censurer. Bon, tout est clair sur le contrôle de compétences. En résumé, article 37 alinéa 2, possibilité de déclasser une disposition législative qui empiète sur le domaine réglementaire, à la demande du gouvernement. Article 41, possibilité de juger du litige de compétences entre gouvernement et assemblée au cours de la discussion de la loi. Et puis, article 61, possibilité de juger l'incompétence négative du législateur au cours du contrôle de constitutionnalité. Bon, et je sais que vous allez me dire que j'en ai oublié un, l'article 74, mais en fait celui-là donc c'est un peu particulier, c'est aussi un contrôle de compétences, mais c'est un contrôle quand la loi va empiéter sur le domaine de compétences d'une collectivité d'outre-mer. Et donc dans ce cas-là, évidemment, c'est pas le gouvernement
qui saisit le Conseil constitutionnel, c'est les autorités de la dite collectivité. Bon voilà, on a parlé du premier grand sujet sur le contentieux des normes devant le Conseil constitutionnel, à savoir le contrôle de répartition des compétences entre loi et règlement, mais passons maintenant à ce que nous connaissons le mieux du Conseil constitutionnel, à savoir le contrôle de constitutionnalité des normes. Le principe, c'est que le Conseil constitutionnel peut déclarer qu'une disposition législative est contraire à la Constitution, c'est-à-dire qu'elle est inconstitutionnelle. Alors oui, je sais, c'est super tentant d'utiliser le mot anticonstitutionnel, parce que ça donnerait enfin une utilité et un sens à ce mot que nous connaissons depuis notre enfance, car son adverbe est anticonstitutionnellement le mot le plus long de la langue française. Mais j'ai l'honneur de vous apprendre aujourd'hui que le dieu du droit nous a formellement interdit d'utiliser ce mot. Donc si vous ne voulez pas fâcher votre seigneur et maître, eh bien je vous demanderai de bien vouloir vous en tenir au mot inconstitutionnel pour désigner une norme qui est contraire à la Constitution. Merci. Bref, auparavant, ce contrôle de constitutionnalité ne pouvait s'opérer qu'a priori, c'est-à-dire avant la promulgation de la loi par le président de la République, c'est l'article 61 de la Constitution. Mais depuis une révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le contrôle de constitutionnalité peut s'opérer a posteriori, une fois que le texte est déjà entré en vigueur. Mais ça, on le verra après, ça fait partie du troisième grand sujet du contentieux des normes. Pour ce qui est du contrôle de constitutionnalité a priori, que nous sommes en train de traiter maintenant, il peut être facultatif, obligatoire ou exclu selon la nature des normes en question. Il est d'abord facultatif s'agissant des lois ordinaires et des engagements internationaux. Donc il faut, selon l'article 61, que le président de la République, le Premier ministre, le président d'une des deux assemblées, ou 60 députés ou 60 sénateurs, saisissent le Conseil constitutionnel pour contrôler. Le contrôle est ensuite obligatoire s'agissant des lois organiques et des lois sur les règlements des assemblées. Et enfin, le contrôle de constitutionnalité est carrément exclu par le Conseil constitutionnel, s'agissant des lois référendaires, des lois constitutionnelles et des lois de transposition de directives. En gros, le Conseil constitutionnel s'estime logiquement incompétent pour examiner les normes émanant d'entités qui sont plus légitimes que lui, à savoir le peuple, le pouvoir constituant et l'Union européenne. Et il reste une dernière question à traiter s'agissant du contentieux des normes, à savoir la question prioritaire de constitutionnalité. Mais les vrais savent qu'on dit QPC. Introduite par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 à l'article 61-1 de la Constitution, sa procédure a été détaillée dans une loi organique de 2009, puis cette disposition est entrée en vigueur au 1er mars 2010. Le principe est simple. Au cours d'un procès, n'importe lequel, devant le juge administratif ou le juge judiciaire, une partie au procès peut contester la validité d'une disposition législative au motif qu'elle serait contraire à la Constitution. C'est donc un contrôle de constitutionnalité par voie d'exception, c'est-à-dire qu'on ne saisit pas directement le Conseil constitutionnel juste sur la question de l'inconstitutionnalité, en disant je vous saisis parce que cette loi-là, elle n'est pas conforme à la Constitution. Ça, ce serait un contrôle de constitutionnalité par voie d'action, comme ça existe dans d'autres pays. Non, là chez nous, en fait, on va saisir le Conseil constitutionnel à l'occasion d'une affaire principale au cours de laquelle la question de l'inconstitutionnalité se pose pour résoudre le litige, pour aider à résoudre ce litige. Donc c'est par voie d'exception. C'est par voie détournée, quoi, si vous voulez. Le tribunal ou la cour concernée examine alors trois choses. D'abord, si la disposition contestée est applicable au litige. Il faut bien qu'il y ait un rapport quand même. Ensuite, si la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par une décision préalable du Conseil constitutionnel, parce que dans ce cas-là, la question elle se pose pas, ça a déjà été traité. Et puis enfin, si la contestation n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Alors ce troisième critère étant flou, la plupart du temps, le tribunal ou la cour va se baser plutôt sur ce critère de caractère sérieux pour refuser de transférer la question prioritaire de constitutionnalité. Mais bon, bref. Toujours est-il que si ces trois conditions sont réunies, disposition applicable au litige, disposition non déjà observée par le Conseil constitutionnel et ayant un caractère sérieux, alors dans ce cas-là, elle va transférer la QPC à la juridiction suprême de son ressort. Par exemple, soit le Conseil d'État pour un juge administratif, soit la Cour de cassation pour un juge judiciaire. Et ensuite, la Cour de cassation ou le Conseil d'État observent exactement le même contrôle, avec les mêmes trois critères. Et si la juridiction suprême estime que ces trois critères sont également
qualifiée, dans ce cas-là, elle transfère la QPC enfin au Conseil constitutionnel qui se prononce sur la question de l'inconstitutionnalité de la disposition en question. Le Conseil constitutionnel ainsi saisi par le Conseil d'État ou la Cour de cassation se prononce dans un délai de 3 mois sur la question qui lui est soumise au cours d'une audience publique et avec une procédure contradictoire. Et voilà, c'est tout pour le contrôle de constitutionnalité. Alors, pour retenir l'essentiel, vous avez donc compris que selon les pays, ce contrôle pouvait s'effectuer a priori ou a posteriori, par voie d'action ou par voie d'exception. Et en France, il s'effectue a priori par voie d'action avec l'article 61 et a posteriori par voie d'exception avec la QPC de l'article 61-1. Voilà, et à la prochaine pour notre dernier épisode de ce cours de droit constitutionnel qui portera sur les révisions constitutionnelles. A bientôt, la séance est levée.